Bien, il est 10 heures. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin pour ce salon qui s'annonce prometteur. On démarre ça Londres avec une thématique que je trouve fort intéressante, qui est la conversion de formations existantes en classe virtuelle. On a pour cela le témoignage d'un client, Salvatore Santoro, responsable formation de APRR, qui a tenté cette expérience et je pense avec succès. On a celui qu'on ne présente plus, Jacques Fayet, l'historique, je ne vais pas dire le doyen, hein, c'est pas sympa, hein, l'historique de la classe Alors, virtuelle. je vais quand même tout de suite contrarier ce qu'il vient de dire, parce que si je suis là, c'est de sa faute. Ouais. Parce qu'il y a 20 ans, ce monsieur-là, il a ramené en France un des premiers logiciels de classe virtuelle et je suis tombé dedans. Je n'étais pas tout petit, mais enfin voilà, ça fait un petit peu. Un certain temps que ça dure. Mais à coup de pas. Et puis nous avons la chance d'avoir Alexandre Berruet, fondateur et dirigeant de My Class Virtuelle. Donc un beau trio pour vous parler d'une problématique qui j'imagine vous intéresse puisque vous êtes là ce matin. Messieurs, je vous laisse la parole pour 25 minutes. Ça marche. Alors, on commence par le client, évidemment, par APRR. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. Je pense que Salvatore, ça serait bien que tu nous en dises deux mots. Donc, le groupe APRR, c'est une société concessionnaire d'autoroutes qui exploite plus de 2300 km d'autoroutes dans le centre-est de la France. Ce sont 3500 collaborateurs qui agissent au quotidien pour la mobilité et pour la sécurité de nos clients. Et puis pour être dans le thème de notre conférence, le groupe APRR a obtenu le label diversité et ça atteste de son engagement en faveur de la diversité, de l'égalité des chances, de la lutte contre les discriminations. Juste un indicateur, tous les ans, ce sont à peu près 80-90% des salariés qui ont accès au moins à une formation. Voilà. Alors moi, je suis ravi qu'on se retrouve, parce qu'un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et en fait, on a l'occasion de vous raconter une belle histoire. C'est une histoire qui a été réussie, donc c'est toujours intéressant de raconter des histoires réussies. Alors pourquoi ça a été réussi? De quoi on voudrait parler rapidement ensemble? C'était comment intégrer une classe virtuelle, voilà, par quoi commencer, le timing, qui embarquer, qu'est-ce que c'est qu'un projet réussi, qu'est-ce qu'on peut vous transférer, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme bon tuyau. Alors la première question, c'est... alors classe virtuelle, c'est une catastrophe comme mot. Celui qui a traduit ça, je ne sais pas si Philippe, tu sais qui c'est, mais... Non. Mais si on avait traduit ça par salle virtuelle de formation, qui est la vraie traduction de Virtual Classroom, on aurait quand même évité de dire de grosses bêtises. Bon voilà, ça c'est une parenthèse qui était terminée. Donc peut-être, Alexandre, toi qui es donc de la société My Class Virtuelle, une classe virtuelle pour toi c'est quoi ? Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et de démarrer ce beau salon Learning Tech. Donc Alexandre de My Class Virtuelle. Une classe virtuelle en fait c'est un présentiel en ligne. Pour moi je dis toujours c'est le juste milieu entre le e-learning et le présentiel. Ou le présentiel et le e-learning ça dépend de quel côté vous partez. Donc du coup il va y avoir une conversion à faire qu'on parte du e-learning ou du présentiel vers la classe virtuelle parce que c'est un format à part. Mais retenez que c'est une formation en ligne en direct et le mot très fort c'est direct. C'est-à-dire que vous avez un groupe pour échanger, pour confronter vos avis, diverger, pourquoi pas, et vous avez un formateur surtout pour répondre à vos questions et puis adapter sa pédagogie en direct au groupe qui est là. Donc c'est un présentiel qu'on a mis en ligne. Je crois que tu as un petit dessin à nous montrer. Voilà, alors c'est vrai qu'on est complètement dans du digital learning avec la classe virtuelle parce que ça met en jeu énormément de technologies. Vous avez évidemment tout ce qui est webconférence, donc vous avez une webconférence qui tourne derrière avec de l'audio, de la vidéo, mais vous avez des sondages, vous avez du chat public, privé, vous avez la possibilité de faire des ateliers en sous-groupe, vous avez la possibilité de modérer les questions pour ne pas qu'elles s'affichent tant que vous ne souhaitez pas y répondre. Et puis vous êtes réellement dans l'espace finalement du digital learning au même titre que toutes les modalités que vous voyez là sur l'écran. À la petite différence près, comme je vous le disais, que sur ces trois que je vous ai mis en couleur, sur ces trois modalités que je vous ai mis en couleur, il y a quelqu'un en live. Donc le social learning, le collaboratif, c'est souvent mis en place par des MOOC. Et dans les MOOC, c'est ce qui a fait décoller la classe virtuelle à partir de 2013. On a vu apparaître ces sessions qu'on appelait Meetup, où vous retrouvez votre groupe, votre formateur, et vous échangez avec eux pour apprendre. Le webinar, qui se développe de plus en plus, il y a certains sujets, on les transforme de la classe virtuelle au webinar, on va jusqu'à 15 000 personnes. Ça permet quand même d'avoir beaucoup d'interactions en direct avec le chat, avec les sondages. C'est pas du tout descendant forcément, mais ça dépend de ce que vous voulez faire et surtout si le sujet
budget est adapté. Et la classe virtuelle, moi j'aime bien la séparer en 5 sous-formats. Donc le workshop, c'est un tout petit atelier de 4, 5, 6 personnes. La classe virtuelle jusqu'à 10, 15. Et après j'appelle ça plutôt des classes théâtre jusqu'à 35 personnes, 40 personnes. Et après on passera au webinar. L'événement international et mondial, ça va être 15 000 personnes. Alors, on va vous interviewer. Est-ce que vous avez déjà participé à des classes virtuelles? Est-ce que vous bien levez la main? Ah, pas mal quand même. Ouais, ça commence à être connu quand même. Bon. Alors, deuxième question. Est-ce que ces classes virtuelles, vous les avez organisées? Ah ouais, bien. Et puis, troisième question. Est-ce que la première, vous l'aviez réussie? Ah ouais. Il y a moins de... Hein, c'est pas gagné, là. Hein, on a quelques amateurs devant quand même. C'est un peu le constat qu'on voulait évoquer avec vous, c'est que c'est très dur de réussir ces premières classes virtuelles. Ça demande un accompagnement de tous les acteurs qu'on va vous citer à partir de maintenant. Voilà, donc l'idée c'est un peu de vous raconter comment ça s'est passé avec APRR. Salvatore, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Pourquoi on s'est rencontrés? Alors on s'est Il y a 3 ans. rencontrés effectivement en 2017 parce que j'avais trouvé le bon commanditaire interne qui souhaitait utiliser cette modalité dans le cadre d'un projet de transformation. Voilà, donc on a mis en œuvre cette classe virtuelle et puis après tu as décidé d'emprunter d'autres chemins, Jacques, et tu nous as mis en relation avec My Class Virtuelle, avec Alex, et parce que là j'avais le projet de transformer une formation en salle avec la modalité en classe virtuelle. Je voulais faire une V2. Ce qui m'intéressait, c'était d'optimiser le déploiement. C'était des temps de déploiement rapides, une optimisation du budget. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alex. Et puis juste une petite anecdote. Moi aussi j'ai mis My Class Virtuelle en relation avec un des partenaires historiques du groupe APRR en matière de formation. Et la toute première question qu'il m'a posée c'est mais ils sont basés où? Et là je lui ai dit mais en fait je n'en sais rien. J'en sais rien, puis quelque part je m'en moque. Parce que pour une collaboration réussie, on n'a pas besoin d'être face à face, d'être en physique comme ça. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre, Alex. Voilà, donc et je peux témoigner que nos projets, notre partenariat sont des réussites. Et ça, c'est un premier enseignement qu'on doit tous tirer aujourd'hui. C'est que pour un projet de formation réussi, on peut le faire à distance. Ce n'est pas forcément des formations en salle. Voilà. Alors moi, j'aime bien la petite fleur qui est sur la photo parce que je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote qui est citée par Albert Jacquard dans la façon de réussir ses projets. Albert Jacquard, il parle de la stratégie du nénuphar. Alors, ce n'est pas tout à fait un nénuphar, mais on n'y est pas loin au nénuphar. Hein. Le nénuphar, quand il se reproduit, il a comme particularité de se couper en deux. Donc, en fait, l'histoire avec APRR, c'est un peu ça. C'est qu'on a commencé par un petit projet, une histoire d'achat, si je me rappelle bien. Et puis, comme ça, c'est pas trop mal passé, on en a fait un autre, et puis on en a fait un autre, et puis bon, après, ils se sont débrouillés tout seuls. Ils n'avaient pas eu tout besoin de moi. Donc, la stratégie du nénuphar, ça marche bien. Vous n'êtes pas obligé de faire du top-down. Le top-down, ça marche très bien aussi. Mais là, ce dont on vous parle, nous, là, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est un peu small is beautiful. Enfin, on est parti gentiment. Moi, je voudrais juste vous rassurer sur une stat qu'on n'aime pas trop chez My Class Virtuelle. C'est que ça met à peu près 15 à 18 mois de la gestation d'un projet, entre le moment où on se rencontre et le moment où on met réellement en place le projet. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal de mettre un peu de temps à mettre en place des projets de digital learning, vous le savez pour beaucoup d'entre vous. Et en classe virtuelle, c'est exactement la même chose. Et on s'est connus, Salvatore m'a dit je vais faire maturer, je vais trouver les bonnes équipes, le bon contexte, le bon sujet, les bonnes personnes, les bons hommes pour m'accompagner aussi dans l'entreprise. Et je vous rappelle, et 6-8 mois après, il nous a appelé et il nous a dit je suis prêt, j'ai le bon sujet, j'ai les bonnes équipes et on peut y aller. Alors justement, ces personnes qu'il fallait embarquer, c'était qui? Alors, nous, chez My Class Virtuelle, c'est vrai qu'on a... J'ai un peu de mal avec la télécommande qui ne m'écoute pas toujours, ça va arriver. Voilà, on aime bien, on vous l'avait montré l'année dernière, puis vous le trouverez souvent chez nous, c'est un peu une slide phare quand on forme justement les équipes et qu'on accompagne vos équipes à la modalité classe virtuelle, que ce soit les designers, justement les administrateurs, les coordinateurs ou les formateurs. On aime bien dire qu'il faut que ces 5 rôles jouent un rôle assez fort, jouent un rôle important pour que la classe virtuelle soit réussie. Il faut un administrateur, il faut que vous embarquiez quelqu'un qui va avoir l'aspect un peu gestionnaire de formation, mais aussi technique sur la plateforme, qui va connaître comment marchent les licences, importer les utilisateurs. Un designer, on l'a mis à 30% parce que
c'est le plus important. Quelque part, c'est celui qui va écrire le synopsis, le scénario. Et on le sait tous, pour ceux qui aiment le cinéma, un bon Tarantino, c'est avant tout un très bon scénario, par exemple. Et ben, une bonne classe virtuelle, c'est un très très bon scénario. Et le designer, il va jouer un rôle important. C'est pas forcément le formateur, ça peut être le formateur, mais parfois vous avez des personnes meilleures dans vos équipes pour faire le synopsis de la formation, c'est-à-dire quelle phase, pour combien de temps, qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je fais pendant cette phase. Avec l'outil, qu'est-ce que je fais, c'est très important de l'écrire avant pour faire naître les interactions et l'engagement et que vous n'ayez pas une classe virtuelle descendante. Le coordinateur qui joue un rôle que nous, on chérit chez My Class Virtuelle et qu'on peut jouer pour vous, c'est le producteur, c'est le régisseur de la classe virtuelle qui va dire au formateur, t'inquiète pas, concentre-toi sur ton groupe et ta pédagogie. Nous, on est là pour lancer l'enregistrement, on est là pour que l'audio marche. Et on va faire en sorte que sur tes 2-3 premières classes virtuelles, tu t'occupes pas de tout ça parce que tu as déjà assez de choses à faire entre lire le chat, passer tes slides, t'occuper de qui lève la main, etc. Et puis évidemment, le rôle du jour J, le rôle un peu star, il n'y a que lui qu'on voit dans les films et à la télé, le formateur. On va l'accompagner justement du mieux possible parce que c'est une posture, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être également, complètement différent. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, on fera un focus dessus. Et chez APRR, donc... Salvatore, il a embarqué des personnes en particulier dont il va vous parler. Si le fil arrive à me suivre. Alors effectivement, on a déjà trouvé le bon commanditaire interne, comme je vous le disais tout à l'heure, celui qui accepte de prendre le risque avec vous de cette nouvelle modalité. Et ce commanditaire-là, quand vous l'avez trouvé, ça va devenir un véritable sponsor pour la modalité. Après, vous verrez, dans l'entreprise, on ne parlera plus que de ça, entre guillemets. Deuxième personne ou entité, ce sont les formateurs. On va en parler tout à l'heure. On vous parlera de leur profil et de ce qu'on attend d'eux. Ensuite, il faut aussi trouver les bons participants. J'ai envie de dire, il ne faut pas se censurer. Il ne faut pas choisir une population en particulier. Il faut juste la prioriser. Et là aussi, on vous donnera des exemples. Alors bien entendu, sans l'IT, on ne fait pas de formation en classe virtuelle. L'IT, ça devient un véritable partenaire. Pourquoi ? Parce qu'il va vous donner les moyens, il va les mettre à disposition, il va aussi accompagner les équipes. Et aussi parce que l'IT va vous aider dans le choix de la plateforme. Et nous, on a fait le choix de la plateforme Adobe Connect. Et on avait rencontré d'ailleurs Meeting One, je crois qu'ils sont sur le salon. Et c'est pourquoi c'est aussi important d'embarquer l'IT. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un dans l'entreprise qui vous expliquera qu'avec Skype, qu'avec Teams ou avec d'autres, ça marche tout aussi bien. Et alors voilà, après, est-ce qu'on est à 400 ou 500 € de licence par an, hein? Donc voilà, ça c'est un sujet qui est aussi important. La fonction RH, bien entendu, sur tout ce qui est gestion des participants, le tracking, etc. Et puis bien entendu, les partenaires externes et externes. Donc comme je vous le disais, choix de la plateforme. Et puis, en l'occurrence pour nous, My Class Virtuelle, qui est en accompagnement, en assistance, je dirais même en coaching de nos formateurs internes. Alors voilà, on va reprendre la casquette de celui finalement qui a sûrement un peu le rôle le plus important, en tout cas celui qui est incontournable. Comment on a fait, comment on s'y est pris pour embarquer ces acteurs dans ce projet-là et en particulier les formateurs? C'était quand même pas gagné au départ, hein? Oui, alors là aussi, des formateurs qui veulent prendre le risque, ça c'est la première chose, mais qui ont un projet mature. Moi maintenant, quand j'ai des formateurs internes qui ont entendu parler de la classe virtuelle et qui souhaitent utiliser cette modalité, je leur dis que leur projet il doit être clair, il doit être calibré, il doit être ciblé et il doit être planifié. C'est pas tiens, j'envisage de... Non, maintenant le projet il est mature. C'est pour ça qu'on avait pris 6 à 8 mois pour lancer le projet. Et puis, ce qui est hyper important pour nous, c'est effectivement de rester à leur écoute. D'accord ? Et puis, de se positionner en manager ressources vis-à-vis de ces formateurs-là. Je dirais même quelque part de les coacher quand c'est nécessaire, de les rassurer en cas de besoin. Voilà ce qu'on peut dire. Dans la réussite de l'histoire, vous notez quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez insisté. On est parti sur le projet de quelque chose. Le premier point de départ, c'est qu'on a décidé de faire une formation achat. Et l'outil est venu après. Et on n'a pas décidé de faire de la classe virtuelle. Le projet, c'était faire une formation machin. Et ça a continué. Ils ont continué à travailler en priorisant sur des projets machin. Donc je pense qu'un conseil que vous pouvez vous noter dans un coin, c'est certainement pas l'outil qui compte, c'est ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Alors qui c'est ce formateur, Alexandre ? Alors, on
On va essayer de dresser un portrait robot, un espèce de profil type du bon formateur à prendre dans vos organisations, dans vos entreprises pour faire de la classe virtuelle. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Salvatore sur le formateur. Juste pour vous dire, le thème de la formation que nous on a digitalisé, c'est valoriser les services au sein du groupe APRR. Parce qu'en fait, ils voulaient déployer, démocratiser la connaissance des services complémentaires qu'APRR peut proposer sur ces autoroutes. Vous empruntez tous les autoroutes, mais sans savoir effectivement tous les services qu'on met à votre disposition. Donc, on avait besoin d'accompagner nos équipes terrain sur le sujet, effectivement. Alors, le profil type, je dirais le portrait robot d'un formateur. Premier point, il doit être motivé. Il doit être volontaire. Et il doit avoir une capacité à transmettre. Et bien entendu, il doit être reconnu dans son domaine, pour ne pas dire expert. Et ce que je dis là, c'est valable pour tous les formateurs internes, peu importe la modalité. Ensuite, il faut quand même des gens qui soient à l'aise avec les outils digitaux. Ça, c'est quand même hyper important. C'est la touche supplémentaire de la classe virtuelle. Et puis, moi, j'attends des formateurs internes qui se remettent en question. Ce n'est pas parce que ce sont de bons formateurs en salle que forcément, ils vont transposer facilement leurs compétences d'animation dans une classe virtuelle. Donc, capacité à se remettre en question, envie d'apprendre. Et puis, ces formateurs-là, tout comme les commanditaires, deviendront des VRP de la modalité. Je rajouterais, et on est là pour ça, on est là pour vous donner des astuces très pragmatiques, très concrètes. Posez-leur en premier lieu la question, est-ce que tu te vois formé au travers d'un écran ? Si vous répondez non, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour commencer. Si vous faites des classes virtuelles, prenez pas des personnes qui ont peur de ça, qui vont vous dire, moi la formation par le prisme d'un écran, j'y crois pas. Même si c'est le meilleur formateur que vous ayez en interne ou même en externe, parce que là on a accompagné aussi des formateurs externes, ça va pas être la bonne personne pour faire de la classe virtuelle. Vaut mieux quelqu'un qui vous dit oui à cette question, oui j'ai envie de monter sur le dada, j'ai envie de faire de l'innovation pédagogique avec vous, j'adore les nouvelles technologies et ça commence déjà beaucoup mieux quand ça commence par là. Sinon on va droit dans le mur, on est avec des personnes qui vont avoir peur et ça va être dur à dépasser, donc il vaut mieux vous donner toutes les chances et les mettre de votre côté. Il faut effectivement éviter de les brusquer, hein, encore une fois, donner-leur le temps de maturer ce projet-là. Alors, ce qu'on peut vous donner comme conseil quand même, puisque moi je suis un vieux machin de la formation, c'est pas très compliqué de se mettre avec une casquette d'un formateur en classe virtuelle. Il faut s'entraîner. Je pense que ça, la clé du succès, c'est d'en faire et d'en faire beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire que si on n'anime pas une formation en salle virtuelle régulièrement, pour moi, c'est au minimum une fois par an, on va perdre, on va pas capitaliser, on va pas progresser. Donc, c'est vraiment une compétence à développer. Deuxième question à lui poser, travaillez-le un peu sur son côté sachant. Si vous avez quelqu'un qui est trop dans la posture sachant, je me remets pas en question, j'aime pas qu'on m'apprenne des choses, c'est pas forcément quelqu'un d'idéal pour commencer votre projet classe virtuelle. Donc allez plutôt vers des personnes qui savent se remettre en question et qui sont OK pour qu'il y ait des formateurs qui viennent les reformer sur leur métier. Pas des personnes qui vous disent je connais déjà tout de la formation, on n'a plus rien à m'apprendre. Ça marchera beaucoup mieux aussi de la sorte. Après, quatre grandes, on va dire, catégories de qualité que le web formateur, moi je l'appelle web formateur, le formateur de classe virtuelle doit avoir. La technologie, bien sûr, maîtriser la plateforme, mais ça j'ai envie de vous dire, nous on travaille avec 8 plateformes différentes. C'est hyper simple de maîtriser ces plateformes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on utilise toute la journée sur WhatsApp et compagnie. Donc ça va assez vite. C'est surtout, on leur donne la perspective pour qu'ils prennent chaque outil comme une page blanche et une nouvelle opportunité de faire naître l'interaction. Par exemple, le chat, on leur explique qu'il y a 10 façons différentes d'utiliser le chat d'un point de vue pédagogique, qui peuvent faire des choses comme 2 personnes se présentent en chat privé en binôme et derrière ils vont présenter le binôme qu'ils avaient auprès du groupe. Plein de choses comme ça qu'on peut faire avec chacun des outils, on leur apprend à les voir autrement. Évidemment de la conception, il faut qu'ils soient forts en conception. L'animation, bien sûr, la posture, c'est quelque chose d'hyper important, d'avoir l'énergie, la dynamique pour que la classe virtuelle paraisse pas descendante au bout de 3 minutes. Et puis derrière, la personnalité, l'esprit, qui viennent avec sa personnalité, son petit grain de folie, excusez-nous, il y a un petit point d'exclamation tellement c'est important, qui viennent avec sa personnalité et son esprit. Donc son grain de folie, nous on compte sur lui. Et en fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement bichonner ce côté personnalité pour que justement personne ne fasse de la classe virtuelle de la même manière dans une même entreprise sur un même thème. C'est hyper important qu'ils gardent leur humour, qu'ils gardent leur culture d'entreprise. Il faut qu'on gagne du temps. Ok.
Donc peut-être que la question clé, c'est comment vous avez accompagné les collègues de la PRR? Du coup, j'étais en train de passer toutes les diapositives. Comment on a accompagné très très vite? On les a accompagnés par un audit présentiel. En fait, on a regardé leur présentiel, on est venu sur place et en fait, pendant qu'ils animaient leur formation, moi je prenais des notes sur tout ce qu'ils faisaient et je le transformais en classe virtuelle. Et après, je les ai retrouvés en réunion de coaching pour leur dire ce que j'avais comme idée à partir de leur présentiel, ce que je voulais à tout prix garder, ce qu'il fallait qu'on garde pas, parce que le format classe virtuelle, vous le savez, c'est 2h30 max, 3h grand maximum, avec une pause au milieu, ça passe 2h30, ça passe bien. Derrière, voilà, on les a vus en coaching individualisé après une formation collective où on leur a appris toutes les modalités, tous les outils de la technologie dont on parlait juste avant. Donc en gros, le parcours, c'est audit du présentiel, et ça c'est un peu la particularité, un des points forts de ce projet. 2 ou 3 sessions collectives et pour la théorie, et puis travailler ensemble en groupe, c'est quand même sympa, et ensuite du coaching individuel. Et MyClass Virtuel a accompagné les formateurs internes jusqu'aux premières sessions, c'est-à-dire qu'ils sont en back-office. Et donc ça, c'est hyper sécurisant aussi pour nos formateurs internes, parce qu'on se dit, ah, s'il y a un problème technique, c'est ma première. Donc MyClass Virtuel accompagne jusqu'à la première formation et plus. Je tiens aussi à vous dire que si vos formateurs ils ont besoin d'une séance individualisée supplémentaire, faites-le, allez-y, parce qu'il ne faut pas se limiter à ça. Encore une fois, sécurisez-les. Le coaching, je n'étais pas convaincu au début. Pour moi, c'est vraiment la bonne solution. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir un PRR avec nous, Salvatore, la question c'est, est-ce que le projet était destiné à certaines catégories de salariés dans l'entreprise? Je vous l'ai dit tout à l'heure, non. En fait, c'était juste prioriser les acteurs. Mais en fait, je vous parlais de taux d'accès tout à l'heure, 80-90% de taux d'accès. Nous, on ne considère pas que la technologie est un frein. Nos ouvriers autoroutiers, nos agents de sécurité, les hommes en jaune, comme vous pouvez les appeler, eh bien, dans leur parcours d'intégration, ils suivent maintenant des classes virtuelles. Donc, ce n'est pas parce que l'outil bureautique, ce n'est pas leur quotidien qu'on se limite par la technologie. Par contre, on a l'obligation de leur donner les moyens. Donc, il faut aussi, via la ligne managériale, il faut embarquer les managers. Il faut faire en sorte que les moyens techniques aillent jusqu'à nos collègues des équipes viabilité et sécurité. Et eux aussi, tout comme leurs managers, nous remercient parce qu'ils sont sur le terrain. Ensuite, ils font une classe virtuelle de 2 heures. Il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de déplacement. Et ensuite, ils retournent sur le terrain au bénéfice de nos clients. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à la population. Il y a juste une priorisation et des moyens qu'on se donne et des personnes embarquées avec nous. Il y a quand même eu des mauvaises surprises. Alors, des mauvaises surprises, en fait, plutôt des expériences. Nous, on a appris à faire des retours d'expérience dans notre domaine. C'est très important. Le premier retour d'expérience, c'est que j'avais mis le côté back-office, le côté de back-office, justement, de côté. Et parce qu'on n'avait pas le temps, on voulait prioriser les animations. Et donc, c'est MyClass Virtuel qui m'a convaincu d'embarquer aussi la fonction RH. Et le retour sur investissement était immédiat. Le back-office, c'est la gestion des apprenants, le tracking, etc. Donc, il faut éviter de le faire à la mano. Ça demande un peu de connaissance d'Adobe Connect, mais après, le retour sur investissement, il est immédiat. Deuxième élément, le son. Donc, je crois qu'on a tous commencé par Internet. Moi, je l'assume. Le téléphone, c'est ringard, peut-être. Pour moi, c'est sécurisant. Aujourd'hui, on a un câble là. Alors, c'est peut-être ringard, mais c'est sécurisant. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est effectivement d'utiliser le téléphone. Les micro-coupures sur les images, les micro-coupures d'Internet, bon, ça peut peut-être être masqué, mais sur le son, ça s'entend tout de suite. Et pourtant, je peux vous dire que le groupe APRR bénéficie de la fibre optique. Donc, nous, on utilise le téléphone. Voilà 2 exemples de retour d'expérience. Et le bénéfice du projet, finalement, avec un peu de rétroviseur? Maintenant, le bénéfice, c'est qu'on parle quasiment que de ça. Alors moi, j'arrête pas, en tant que gestionnaire de formation, de responsable de formation, de dire qu'on joue la carte de la complémentarité des dispositifs. Les classes virtuelles ne remplacent pas toutes les formations en salle. Donc, on a fait un calcul, on est sur un ratio de 1,5 entre le coût d'une classe virtuelle avec l'achat des licences, l'achat des lignes téléphoniques, et puis le coût d'une formation en salle. Ouais, on est sur un rapport, mais ça, il ne faut pas trop le dire à nos financiers. On est sur un rapport de 1,5 à peu près. Voilà. Et puis, ce sont des centaines de personnes que l'on forme sur nos projets avec nos différents partenaires externes. Allez, on se permet une question. Vous avez gagné. Ouais. Attendez. Hop.
je vous passe le micro parce qu'on est enregistré. Oui, bonjour. Donc, Eric Gabas, j'aurais voulu savoir si vous avez transformé les contenus. Est-ce que c'est très important en termes de charge, de travail, etc. C'est quand on passe la classe virtuelle. Hein. C'est très souvent ce qui nous est demandé, donc c'est effectivement l'un de nos cœurs de métier, de nos spécialités. C'est-à-dire qu'on va accompagner, on va décharger au maximum le travail du formateur si vous n'avez pas de concepteur en plus en interne. Et on va nous refondre les PowerPoint pour qu'ils soient adaptés à la classe virtuelle, plus contemporains, plus élégants, plus épurés, plus allégés. On va l'accompagner sur le synopsis et on va livrer en fait au formateur un kit pédagogique où il a la fiche de la classe virtuelle, combien de temps elle dure, pour combien de participants, à quoi il doit faire attention, la courbe, le dynamisme de l'animation et le synopsis complet avec ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire minute par minute, la slide sur laquelle il doit être à ce moment-là. En fait, lui, pour répéter, c'est génial, c'est comme un script de cinéma. Je compare souvent la classe virtuelle au cinéma ou à la télé. Il va regarder et il va jouer l'acteur dessus derrière. Et ce qui est génial avec certains outils, c'est que vous avez la persistance du contenu qui reste dans la salle. Et donc, du coup, lui, il n'a plus qu'à double-cliquer sur le lien, ouvrir la classe virtuelle. Il retrouve tout le synopsis, les sondages et le diaporama à l'intérieur. Donc, pour les formateurs, c'est aussi un bonheur de ne plus avoir toute cette mise en place. On a 2 questions ici. Bonjour, Avafal, c'est juste complémentaire en fait par rapport à la question précédente. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez vous avancer sur un ratio justement suite à cet audit? On va dire une journée de formation, ça équivaut en temps à peu près, voilà, est-ce que c'est 2 heures de classe virtuelle? Multiplié par 0,33. Multiplié par 0,66. C'est-à-dire qu'on gagne un tiers du temps. Donc en gros, si vous avez 2 jours de formation, faites 3 classes virtuelles de 2 heures, c'est très bien. 1 jour de formation, 2 classes virtuelles d'1h30, 2 heures. Merci. Puis moi, je crois que vous avez le droit d'inventer des formats. Hein. Vous pouvez faire des choses mixtes. Vous pouvez faire. On a fait le tour du monde avec certains projets, donc bon, faut avoir l'imagination. Hein. Faut inventer du web café, enfin je sais pas quoi. Puis le truc n'est pas encore écrit. Hein. Je crois que vous avez le droit d'inventer des choses. Hein. Tout ce qui est permanence, workshop et tout, ça marche super bien. Vous mettez quelqu'un dans une classe virtuelle tous les mardis matins sur Office 365 par exemple, parce que vous voulez que Teams soit mieux déployé dans votre entreprise. Et tous les mardis matins, il est là à disposition des gens, il partage son écran, il leur fait partager leur écran. Ça marche très très bien aussi en mode très live, pas très préparé. David Puchot, vous étiez sur quel volume à APRR par exemple pour vos classes virtuelles? Combien de participants? Oui, combien de participants? Deuxième partie de question, qu'est-ce que vous en faites après la classe virtuelle? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que vous réutilisez les choses? Alors, une classe virtuelle, c'est pas parce qu'on est en virtuel justement qu'on augmente le nombre de participants. Nous, le nombre de participants dans une session, c'est 8 à 10 personnes, voire 12. Et sur la thématique de valoriser les services, c'est une centaine de personnes qu'on a pu accompagner et former. Ça, c'est pour votre première question. Ensuite, les classes virtuelles, effectivement, on les enregistre. Pour la petite anecdote, on a intégré un nouveau collaborateur ici là, qui bénéficie de ces enregistrements dans le cadre de sa prise de poste. Et effectivement, après, il faut l'annoncer aux participants. Donc voilà. Mais l'enregistrement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne et à disposition des participants au lieu du livret stagiaire, par exemple. Merci. Il nous reste 2 questions pour terminer. Une ici. Oui, Christiane Inabé. Je voulais savoir quel était l'investissement que vous aviez mis en place. Une idée de fourchette. Hein, alors, je vais vous donner une fourchette. Nous, les moyens qu'on a mis en place, c'est à peu près 1 800 € de licence annuelle. D'accord? Faites le ratio tout de suite. Et autant d'audioconférences pour le téléphone. Donc, vous avez vu à peu près 3 600, 4 000 € par an pour faire autant de formations que l'on souhaite, etc., etc. Et une dernière question. Bonjour. Les formations présentielles sont parfois vues comme, pas une récompense, mais en tout cas un atout pour les collaborateurs. Comment gérer cette éventuelle frustration de passer en ligne? Je me permets de lire des notes. Hier, j'ai une collègue formatrice interne qui est venue me voir, elle savait que j'intervenais. Donc je lui dis, écoute, il faut que j'écrive ce que tu vas me dire. C'est une formatrice. Hein. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, la classe virtuelle, ça permet la relation avec le groupe. Parce que ça, c'est une crainte quand on est en classe virtuelle et qu'on a besoin de voir les gens, de les toucher. On se dit, est-ce que je ne vais pas perdre ça? Eh bien, pas du tout. La technologie n'enlève en rien le côté émotionnel. Je lis, parce que ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens. On arrive à partager des émotions comme dans une salle. Et en plus, on optimise notre temps, à nous, formateurs internes. Donc, la gestion du groupe, c'est la même, encore une fois, dans une classe virtuelle. Après, les participants, leur seule crainte, c'est la technologie. Et donc là, à nous de les accompagner aussi et à nous d'embarquer l'IT avec nous.
Juste 2 mots de fin là-dessus. C'est le plus important, c'est de remettre l'humain, l'émotion au centre de la classe virtuelle. Et on a fait les 3/4 du travail quand on a fait ça. Donc l'humour, je le disais tout à l'heure, c'est hyper important. C'est pas interdit de rire en entreprise. Je dis toujours, la classe virtuelle, c'est la version émotionnelle du e-learning. C'est la version humaine du e-learning. Et c'est la version digitale du présentiel en même temps. Il y a ce côté très techno qui va plaire aux nouvelles générations. Et il y a aussi ce côté, mais en fait c'est génial, on est tous ensemble et on est en train de rire et on est en train de refaire la culture de notre entreprise, se donner des bons conseils, etc. Merci messieurs, c'était le mot de la fin, soyez décontractés, c'est ça. Hein. Merci.